Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le Mali a organisé ce dimanche 18 juin, autant pour moi, un référendum constitutionnel. Près de 8,4 millions de Maliens étaient appelés à se prononcer sur un projet de nouvelle constitution. Si à Bamako et dans le reste du pays, le scrutin semble donc s'être bien déroulé, par contre, dans le nord et le centre, les opérations de vote ont été entravées par les groupes armés. Quelle analyse faire au lendemain de ce référendum? Quelle portée pour ce vote? On en parle avec notre invité. Il s'agit de Siaka Traoré, membre de la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali. Il est avec nous en direct depuis Bamako. Bonjour à vous, Siaka Traoré. Bonjour, M. Dieng. Alors, première question. Est-ce qu'on peut voir, j'ai des difficultés à vous entendre? Vous avez des difficultés à m'entendre? Alors, ça ne va pas tarder à être réglé. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Apparemment, Siaka Traoré, est-ce que vous m'entendez? Alors, apparemment, on a quelques soucis de communication et de liaison avec notre invité. Ça va être réglé certainement dans un court instant. L'occasion pour rappeler que donc... Allô, Siaka Traoré, vous m'entendez? Oui, M. Salia Traoré vous entend bien, M. Dieng. Très bien. Alors, je disais, comment s'est passée cette élection sous votre regard, vous les observateurs? D'accord, merci bien. Effectivement, les Maliens étaient appelés aux urnes hier pour les scrutins référendaires. Donc, ce scrutin référendaire qui intervient à la suite, bien évidemment, d'une multitude d'événements qui s'est produit depuis un certain nombre de temps au Mali. Donc, dans l'agenda des autorités de transition, il était effectivement prévu un certain nombre de points, notamment au niveau de la feuille 3, donc en ce qui concerne les réformes politiques et institutionnelles, et bien évidemment jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle constitution ou la réforme constitutionnelle. Donc, c'était à la suite des assises nationales de refondation qui avaient effectivement recommandé l'élaboration ou la réforme constitutionnelle que les autorités de transition, selon le chronogramme, selon les agendas, ont eu à mener cette activité. Nous, en tant qu'observateurs, effectivement, nous avons déployé des observateurs sur le terrain. Donc, à travers nos observations, nous avons constaté que l'élection s'est déroulée sur la bonne partie du très bonne partie du territoire, pour ne pas dire la quasi-totalité du territoire, excepté la région de Kidal, où les élections n'ont pas eu lieu. Donc, à la suite de cela également, c'était un véritable test pour l'autorité indépendante de gestion des élections. Donc, nous avons fait, sur la base des données que nous avons recueillies, donc nous avons effectivement fait nos observations sur l'angle justement un certain nombre de points, notamment l'installation des bureaux de vote, le déroulement de l'ensemble du processus au niveau de la fermeture des dépouillement et également les incidents critiques. Donc, à la suite de cela, les observateurs de la COSEM ont effectivement révélé que l'installation des bureaux de vote et également le démarrage a débuté entre 7h45 et 8h, dans le temps, dans la quasi-totalité des localités observées. Donc, à la suite de cela, effectivement, nous n'avons pas observé d'événements majeurs par rapport qui pourraient inciter ou qui pourraient corrompre justement le déroulement du vote, donc à travers des cas d'intimidation ou de quoi que ce soit. Mais cela ne tient, nous avons effectivement constaté des incidents critiques dans certaines localités, notamment dans les régions du centre, du nord et bien évidemment également dans les régions du sud, notamment au niveau de la région de Koulikoro et également les régions de Caille où nous avons relevé des cas d'incidents. Cas d'incidents partait entre autres à l'éruption des hommes armés non identifiés dans certaines localités. Notamment, nous pouvons citer la région, au niveau de la région de Koulikoro, nous pouvons citer les communes de Boro, de Toubakoro, donc ça se trouve au niveau du sec de Banamba, où des bureaux de vote ont été incendiés par des hommes armés non identifiés. Et puis nous partons également au niveau de nous restons. Alors, c'est des détails intéressants que vous donnez, surtout région par région. Alors, est-ce que donc, sur la base de ces observations, vous pouvez tirer qu'il s'agit d'une élection qu'on peut qualifier de crédible? Donc, en termes de crédibilité, ce qui concerne la région, par exemple, la non-tenue des scrutins au niveau de la région de Kidal,
Comme je l'ai dit, nous, en tant qu'observateurs, nous avons un regard et regardant. Et qu'à cela ne tienne, nous avons l'autorité indépendante de gestion des élections et bien évidemment la Cour constitutionnelle qui sont venus habilités donc, à donner effectivement cette tendance par rapport à la crédibilité, également à la transparence des scrutins. Mais ce que nous avons observé sur le terrain, c'est que l'élection s'est globalement bien passée. Donc, nous n'avons pas vu des cas d'intimidation ou de bourrage d'urne, mais les données continuent d'être collectées, comme vous le savez. Donc, c'est un travail de longue haleine. Donc, ça, c'est sur la base des premiers constats que nous avons effectués. Nous pouvons dire que ça s'est globalement bien passé, même si nous n'avons pas encore terminé avec l'ensemble des collectes des données. Donc, pour pouvoir donner des informations supplémentaires à ce niveau. Donc, ça, c'est notre point de vue. En tout cas, c'est des données intéressantes à ce niveau. Donc, disons que globalement, l'élection s'est bien passée, excepté donc, dans la zone du Nord, où, comme vous venez de le confirmer, des groupes armés ont empêché la tenue donc, de l'élection dans la région de Kidal, notamment, et des incidents signalés dans le centre du pays. Alors, cela dit, au-delà donc, de l'aspect organisation, qu'en est-il de la participation lors de ce référendum? Donc, vous savez que ce référendum n'a pas commencé sur 18 juin, donc le 11 juin, c'est-à-dire le dimanche passé, donc c'était le vote anticipé des forces armées maliennes pour permettre justement à ce que les forces armées maliennes puissent voter en amont, donc pour permettre de sécuriser l'ensemble du territoire. Donc, quand on part sur ce postulat, le 11 juin, donc à travers nos observations, nous avons effectivement constaté une grande mobilisation des forces armées maliennes donc, par rapport à ce scrutin. Mais contrairement à la journée d'hier, donc la participation des citoyens était mobilisée, mais il n'y avait pas une participation aussi grande que nous avons observée comme cela s'est fait le 11 juin. Une participation donc qui a été là, mais pas aussi massive que par rapport aux forces de défense et de sécurité, par rapport donc à l'armée. Alors, c'était le oui ou le non, hein, comme c'est le cas le plus souvent dans un référendum. Alors, sur la base de ce qui a été proposé, de l'essence même de ce projet, comment vous, en tant qu'observateur, jugez-vous l'évolution du projet constitutionnel proposé aujourd'hui? D'accord, comme vous le savez, ce n'est pas justement une réforme constitutionnelle, mais c'est l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle constitution. À la suite de cela, nous avons fait des analyses, donc à certains égards que nous avons partagées bien avant. Parce que le travail de la COSEM, ce n'est pas uniquement l'observation. Donc, c'est comme une organisation de think tank également qui fait des analyses, qui fait des contributions. À la suite de nos premières contributions, donc, nous avions fait un certain nombre de points sur la réforme sur la constitution en vigueur, c'est-à-dire la constitution de 92, dont la majeure partie avait été prise en compte au niveau de l'avant-projet. Mais entre l'avant-projet et le projet, nous avons vu qu'il y a eu quelques cas. Donc, la COSEM reste toujours sur sa position sur ces quelques nombres de cas, notamment le pouvoir exorbitant qui sera attribué au président de la République si cette nouvelle constitution venait à être adoptée. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des points positifs également que nous pouvons relever dans ces nouveaux projets de constitution, et notamment la création des cours de comptes également du Sénat, donc pour être un point de pouvoir équilibré également permettre à ce que les comptes des finances publiques puissent être surveillés et audités. Donc, voyons également que nous ne sommes plus dans un régime semi-présidentiel, mais nous sommes dans un régime présidentiel. Donc, dans ce projet de constitution, parce que ce n'est pas encore adopté. Donc, à la suite de cela, nous voyons que c'est le président qui détermine la politique de la nation, parce que ce qu'il faut savoir avec la constitution de 92, c'est que c'était un régime semi-présidentiel, mais le président de la République n'était pas redevable vis-à-vis des citoyens. Donc, c'était le gouvernement. Donc, ce qui faisait que, en cas de problème, donc c'est le Premier ministre qui servait de soupape entre le président de la République et les citoyens, mais avec le régime présidentiel, donc le président est redevable vis-à-vis directement des citoyens, donc ils peuvent rendre compte directement à travers ce régime présidentiel. Et nous avons vu également que dans ce projet de constitution, donc il y a la possibilité de destituer le président de la République, donc pour faute grave. Donc ça, c'est certains points, entre autres également, que je vais terminer avec certainement des points positifs, quelques points positifs également que nous avons relevés. C'est justement la protection des droits humains, la protection des enfants et également la protection de l'environnement, notamment les richesses naturelles pour le Mali. Donc ça, c'est quelques points positifs également, quelques défis que nous avons relevés au niveau du projet de constitution.
Des points donc positifs et d'autres défis. Alors, la question qui se pose certainement au Mali et à travers tous ceux qui suivent l'actualité au Mali, c'est où nous mènera in fine ce projet constitutionnel ou ce référendum. Est-ce une véritable volonté de transition, de retour en tout cas des civils au pouvoir, ou peut-être risque-t-on d'assister à une consolidation des autorités de transition qui pourront se représenter à des élections et éventuellement continuer leur pouvoir? Donc, vous savez, avec l'élaboration de cette nouvelle constitution, donc il y a des nouvelles dispositions qui sont prises. Mais si nous regardons également même la charte de la transition, même l'adoption, même la convocation du collège, donc cela a été fait sur la base de la nouvelle, sur la base du projet constitutionnel. Donc, ceci étant dit, donc nous voyons qu'il y a cette volonté affichée qui est là, parce que depuis, c'est ce que je disais dans mes propos, à travers, au début de mes propos, à travers la chronologie et des actions qui ont été posées, donc au niveau de la feuille de route de la transition, nous voyons qu'il y a des actions qui ont été menées en termes de réforme constitutionnelle. Donc, je pense que nous sommes avec la continuité, nous sommes avec ce postulat. Et parmi ces réformes, nous pouvons citer justement comment on appelle, la loi électorale, l'adoption d'une nouvelle loi électorale qui a été également adoptée. Donc, à la suite de ce référendum, donc, il y aura également l'adoption, comment on appelle, il y aura également l'amendement sur les autres lois connexes, notamment la loi électorale, les lois portant charte des partis politiques et également les lois connexes relatives à l'Assemblée nationale et également à la Cour constitutionnelle. Donc, pour revenir rapidement au niveau de la volonté affichée de des autorités de transition, donc nous voyons que c'est effectivement cette volonté qui est affichée. Mais en ce qui concerne leur volonté de se présenter, comme on le dit, donc la charte de la transition ne le permet pas. Donc, avec la nouvelle constitution, c'est vrai qu'il y a des dispositions qui pourront le permettre, mais la COSEM, en tant qu'observateur, donc va suivre justement ces étapes. Donc, en cas de violation, donc nous allons les signaler. Donc, nous sommes également là pour ça, donc pour les signaler en cas de violation des textes, mais également pour contribuer justement à la fortification de la démocratie, également à l'état de droit, à travers les actions que nous posons, donc pour aider l'ensemble des acteurs. En tout cas, c'est à suivre. Qu'en est-il des oppositions? Parce que pas mal de partis ont appelé à voter non, d'autres coalitions citoyennes, la société civile également. Globalement, quelles sont les positions vis-à-vis de ce projet de constitution? Vous savez, ce que nous avons constaté, nous, en tant qu'observateurs, parce que c'est notre domaine de prédilection. Donc, à ce niveau, nous voyons qu'il y a effectivement les deux camps qui se sont valablement exprimés depuis l'ouverture de la campagne jusqu'à la clôture de la campagne. Donc, les deux camps se sont exprimés. Nous avons vu que les deux camps également ont eu un certain nombre de temps de passage, notamment sur la télévision, au niveau de la télévision nationale et également de la presse. Donc, à ce niveau, nous allons dire que les deux camps ont leur volonté, les deux camps ont affiché leur position sur les plateaux, donc à cela ne tienne. Donc, si ce projet de constitution venait à passer, donc ça veut dire que c'est le camp majoritaire qui a eu gain de cause à ce niveau. Donc, c'est ce que nous pouvons dire en tant qu'observateurs. Il faut donc voir les positions des uns et des autres. Je rappelle que normalement, selon la loi électorale, les résultats devraient être donc publiés dans les 72 heures après les élections, c'est-à-dire d'ici à mercredi. Alors, cela dit, quels sont, au-delà des oppositions des uns et des autres, le calendrier à suivre après ce référendum par rapport à l'organisation de nouvelles élections et au retour peut-être des civils au pouvoir? Quelles sont les prochaines étapes de ce calendrier? Donc, les prochaines étapes, comme je le disais, à la suite de l'adoption de la nouvelle constitution, il y aura des réformes, bien évidemment, par rapport aux lois connexes que je venais de citer tantôt. Donc, je vais reprendre rapidement pour les auditeurs qui nous écoutent ou qui viennent de se connecter. Donc, ce sera justement la loi électorale, parce qu'il y a des dispositions, justement, au niveau de la nouvelle constitution, donc qui permettraient à ce qu'il y ait des amendements à ce niveau. Également, les lois connexes à l'Assemblée, c'est-à-dire aux députés à l'Assemblée nationale, à la Cour constitutionnelle. Donc, à la suite de cela, il y aura justement des élections locales
donc l'élection législative et bien évidemment donc pour clôturer d'après ce que nous avons vu donc à la suite de l'élaboration de la charte, c'est justement pour clôturer l'élection présidentielle pour mettre fin à la transition. Donc c'est les réformes qui seront en cours à la suite de l'adoption de la nouvelle constitution et c'est à la suite de l'adoption de l'amendement sur ces lois connexes que nous pourrons continuer avec les élections à venir. Donc, toute une série d'élections à prévoir dans les mois à venir au Mali, comme vous venez de le dire. Non seulement il y a la loi électorale à mettre en place, mais aussi l'organisation par la suite d'élections locales, législatives et puis présidentielles. Alors, cela dit, dans le contexte actuel, on sait que le Mali, avec cette transition, a quand même été pas mal éprouvé, notamment avec ses voisins de la CEDEAO. Là, on a entendu le ministre malien des Affaires étrangères exiger le départ immédiat des forces de la MINUSMA. Comment tout ceci, notamment l'aspect sécuritaire, est-il en train de progresser au Mali depuis cette transition et avec le départ progressif des forces étrangères? Donc, en tant qu'observateur, ce que nous observons sur le terrain, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit, le Mali traverse une crise multidimensionnelle depuis 2012. Donc, quand on parle de crise multidimensionnelle, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. C'est vrai que nous avons des partenaires, effectivement, la MINUSMA est un partenaire, tout comme la CEDEAO du Mali, donc à cela nous tienne. Donc, ce que la COSEM recommande, c'est toujours de privilégier le dialogue parce que, en tant que partenaire, donc, nous avons tous notre place à ce niveau. Donc, que les deux parties essaient de voir quelles sont les choses qui peuvent être arrangées à leur niveau, donc pour permettre justement à ce que le Mali puisse sortir dans cette impasse, parce que s'il ne faut pas oublier que c'est les populations qui souffrent en plus, c'est-à-dire de plus de ces crises depuis 2012 jusqu'à nos jours. Donc la MINUSMA étant notre partenaire, et également la CEDEAO, donc nous en tant qu'observateurs, ce que nous observons sur le terrain, c'est qu'il y a une complémentarité justement de l'ensemble des acteurs. Donc s'il y a un acteur parmi tant d'autres qui pense que la collaboration ne s'y est pas, donc il serait important à ce que les deux parties puissent s'entendre donc sur un certain nombre de mécanismes pour permettre justement de chevaucher ensemble et de trouver une solution durable à cette crise malienne. Merci à vous, Siaka Traoré. Je rappelle que vous êtes membre de la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali. Vous nous parlez donc à l'occasion de ces élections, de ce référendum constitutionnel qui a été organisé hier au Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. Dieng. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medientv.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.